Bonjour tout le monde, élève officier Bélanger avec vous aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Donc on va parler aujourd'hui d'affûter un couteau de survie, qui est un cours de niveau 4. Par contre, c'est un sujet qui est quand même assez cool. Les gens habituellement aiment bien avoir leur couteau. On va parler de comment affûter des parties d'un couteau, ce qui concerne un petit peu un couteau de survie. Donc sans plus tarder, on va débuter ça. On va commencer à parler avec les types de couteaux. Donc le premier type va être la lame pliante. Il y a aussi les lames fixes, puis les à usage multiple, les couteaux suisses, qu'on appelle plus communément. Donc, la lame pliante. J'ai plusieurs petites vidéos pour vous montrer, dans le fond, les différents mécanismes qui existent. Donc, on débute avec le cran forcé, le slip joint en anglais. Donc, le slip joint, lui, ça va vraiment être un couteau qui va rentrer par force, puis qui va sortir juste avec une pression. C'est juste une encoche, comme on peut voir sur la vidéo. Donc on va ouvrir, puis il y a un petit ressort qui va juste faire que la coche va rentrer dans son trou. Puis on reforce pour ressortir la lame et la replier. Donc avec un petit spring. C'est un couteau que pour nous, on ne recommandera pas, étant donné que il suffit que vous piquiez d'une mauvaise angle, puis le couteau vous referme sur les doigts. Donc, c'est pas un couteau qui est très sécuritaire. Habituellement, c'est plus rare qu'on va en voir. Il y en a sur le marché. C'est un mécanisme qui est super facile à faire. Par contre, c'est pas un couteau qu'on va vouloir que vous ayez dans les fonctions de cadet. Deuxième mécanisme, ça va être la pompe, le lockback. J'ai mis des mots en anglais. C'est que ça explique un petit peu plus facilement parfois comment le mécanisme fonctionne. Comme dans cet exemple-là, le lockback, ça veut dire le verrou est à l'arrière. Donc, c'est un couteau qui va être plus commun pour nous. Le verrou va vraiment être au dos du couteau. On va pouvoir le voir dans la vidéo. La différence avec l'autre qu'on a vu juste avant, le slip joint, le cran forcé, c'est que lui, il fixe complètement la lame. Donc, on a absolument besoin de peser sur le verrou qui est au dos du couteau. On va le voir. Pour pouvoir le sortir de là. Donc le verrou, il est où est-ce que ses doigts sont? Dans le bas du couteau. Donc on pèse sur le petit bout de métal qui va dépasser. Puis on va pouvoir refermer le couteau. Ensuite de ça, platine. Donc le 8 dernier, le lockback à pompe et le platine verrou, c'est ceux qu'on voit le plus communément. Donc on va regarder. Le platine, c'est la bande en plein milieu qui va permettre de faire le verrou. Donc on le voit, il monte ici, c'est ça la platine. Donc, on tasse la platine, puis on peut refermer le couteau. Sinon, il est bloqué en place. Voilà. Donc, très commun comme couteau. On tasse, on ferme, très sécuritaire. Ensuite, verrou intégré au manche, frame lock. Le frame lock, lui, il est presque pareil, si on veut, au platine verrou. Sauf qu'au lieu d'avoir une platine, c'est vraiment le frame. Pourquoi que ça s'appelle un frame lock, c'est le manche qui va venir barrer le couteau. Et on va le montrer là, juste en dessous de ce qui nous permet de le mettre à notre ceinture. Là, il y a une ligne qui est juste là. Donc, il y a le frame, le manche est coupé. Donc, ça permet de venir bloquer complètement. Le défaut avec ça, c'est que le couteau est déformé une fois que la lame est ouverte. Donc, la prise en main peut être plus difficile. Cran d'arrêt, le pick lock. Pick lock, c'est pas compliqué, c'est ce que les méchants ont dans les films. Donc c'est un couteau qui va s'ouvrir avec un mécanisme, un piton. On le voit là, il y en a deux, il y a une sécurité. Puis on pèse sur un piton. Si ce couteau-là est fait vraiment avec des ressorts, la lame va sortir très rapidement. Super beau couteau, très esthétique. Par contre, aucunement utile dans les cadets ou autres, dans la survie. On le montre, mais à part que ça soit cool, il n'y a pas grande utilité là-dedans. Il y a beaucoup de pièces, donc peut beaucoup briser. Ensuite de ça, lame fixe. Lame fixe va être un couteau qu'on va préférer au niveau de la survie, étant donné sa robustesse. Donc on commence avec ça. Généralement, il est plus solide. Il y a moins de pièces mobiles. Donc mieux un peu pour ce qui est survie. Ça convient beaucoup mieux, comme on vient de dire.
c'est fait avec une soie. La soie, c'est vraiment tout ce qui est en métal. Donc, la manière que c'est fait, c'est que la lame va se prolonger jusque dans le manche. C'est ça qui assure qu'il y a une solidité qui est accrue, étant donné que c'est du gros fer solide. Donc, il y a deux types de soie. Il y a une soie qui va être pleine, puis il y a une soie qui va être à demi. Nous autres, on va vouloir aller chercher une soie pleine, comme on voit sur l'image, étant donné que c'est plus solide. Une soie qui va être à demi, aussitôt qu'on va mettre de la force un petit peu sur le couteau, à répétition, la soie va avoir tendance à pouvoir sortir du manche, puis c'est pas quelque chose qu'on veut. On voit bien là au niveau de l'image ici comment que la soie est faite par rapport aux manches avec les rivets. Donc la soie fait en sorte que c'est un morceau d'acier qui est plein, qui va vraiment de la pointe jusqu'au pommeau. Donc c'est pour ça que c'est plus solide. Puis on rajoute un manche qui va nous permettre d'avoir une meilleure prise en main. Mais sinon, notre couteau, c'est que du métal. Ensuite, couteau à usage multiple. Donc, les couteaux à usage multiple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'outils. Au niveau survie, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs options. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'on a beaucoup d'options comme ça, souvent, c'est des couteaux qui vont être un petit peu plus cheap, qui vont briser plus facilement. Beaucoup de pièces mobiles. L'acier est souvent de mauvaise qualité. Ça va coûter très cher pour aller chercher, mettons, un couteau pince qui va être de bonne qualité. On parle de Leatherman, ça peut aller facilement jusqu'à 500$ pour avoir de la qualité. Puis avoir un couteau, admettons, qui peut locker. Il ne sera pas lousse dans son mécanisme, qui ne pourra pas nous revenir sur les doigts. Donc, c'est peu performant, petit. Il y a diverses raisons. Mettons, comme exemple, on voit la scie sur le couteau pince ou le couteau suisse. Puis une scie de ce grosseur-là va probablement couper seulement des branches de la grosseur de votre petit doigt, qu'on serait très capable de juste plier en deux et de casser nous-mêmes. Donc, parfois, les outils sont inutiles, donc ça rajoute du poids si on amène des choses qui sont inutiles dans le plein air. Les parties maintenant d'un couteau de survie, pour qu'on puisse bien se comprendre. Donc, on a la lame, qui est le bout de métal, vraiment qui dépasse du manche. On a le tranchant, ce qui coupe, la pointe, le dos de la lame, le manche et la soie. La soie, là, l'image, on la voit pas très bien, mais on l'a vu dans l'image précédente. Donc, c'est vraiment le filament de métal qui est à l'intérieur du manche. Ensuite de ça, plaquettes. Les plaquettes vont être les bouts de bois. Un peu comme le fût dans l'arme à feu, mais les plaquettes, c'est le bout de bois. L'extrémité, donc le bout du couteau. Les goupés, les rivets, donc les choses en métal qui vont faire en sorte que la soie et les plaquettes vont tenir ensemble. La queue. Les intercalaires, ça peut être un morceau de métal entre la manche et la lame. Et la garde. La garde qui va empêcher, dépendamment, on peut en avoir une ou pas, la garde qui va empêcher nos doigts de glisser et d'aller se couper sur le tranchant. Ensuite de ça, empreinte. Certains couteaux, surtout ceux qui sont pliants, vont avoir une empreinte. C'est où est-ce qu'on va mettre notre index pour éviter de glisser. Ça a la même fonction qu'une garde. Et une émouture concave, qui est vraiment un trou, si on veut, dans le couteau, qui permet à pouvoir couper certaines choses, qu'il n'y ait pas de succion qui se crée. Donc, un petit peu plus peut-être de couteau de chasse, étant donné qu'on peut couper sans que ça vienne coller sur notre tranchant. On parle de caractéristiques d'un couteau de survie. La longueur de la lame devrait être en 10 et 15. Il y a beaucoup de préférences personnelles dans tout ça, dépendamment de l'utilisation qu'on va avoir. Mais en général, en 10 et 15, plus que ça, ça devient un couteau qui est un petit peu inutile. C'est trop, ça rajoute du poids, puis on veut pas trop de poids en survie. Trop petit, mais ça ne permettra pas de faire certains jobs qu'on voudrait peut-être faire avec le couteau. Couper de la nourriture, des choses comme ça, même des branches. Donc, on garde ça entre 10 et 15. Et on veut une soie pleine, comme je l'ai dit tantôt. Si on a une soie à demi, il y a risque qu'elle puisse sortir du manche. Puis là, on se ramasse que notre manche ne sert plus à rien. On est plus capable d'avoir une bonne prise en main du couteau. La largeur plutôt de la lame va être entre 0.4 et 0.6. Là, on rentre vraiment dans les détails. Une lame qui va être plus mince que ça va être fragile à l'impact. Plus large que 0.6 va être vraiment trop large, plus pesant, va manquer de finesse pour pouvoir découper bien les choses. Donc, on parle entre 0.4 et 0.6. Mais normalement, c'est pas le genre de choses qu'on va regarder quand on va regarder le couteau, admettons, en ligne ou en magasin.
Ce qui va un petit peu plus nous préoccuper, ça va être la composition de la lame. Donc, l'acier inoxydable va être un des alliages qu'on peut utiliser pour faire une lame. Il va aussi avoir l'acier ordinaire. On va commencer avec l'acier inox. Donc, l'acier inox est composé de chrome. Le chrome va faire en sorte que, justement, cet acier-là va être inoxydable. C'est sûr qu'il y a plein de matériaux dans un acier. C'est un alliage. Mais plus qu'on a de chrome, plus qu'on est inoxydable. Donc, inoxydable veut dire que ça ne rouillera pas. Donc, c'est une lame qui va avoir besoin de moins d'entretien. Par contre, c'est sûr qu'on veut ça, une lame qui a moins d'entretien au niveau survie. Par contre, les lames en inox, c'est qu'elles sont plus molles, étant donné que le chrome est plus mou un petit peu. Ce qui va faire en sorte que la rétention du tranchant va être moins là. Encore une fois, en survie, c'est pas ça qu'on veut. Par contre, il y a une facilité d'affûtage. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, mais ça peut nous enligner vers un choix de lame rendu là. Mais en survie, on voudrait avoir quelque chose qui retient un petit peu plus son tranchant. Je donne un exemple parce que ça peut être écrit sur votre lame de couteau des numéros. Donc 420 veut dire qu'il y a un petit peu plus de chrome qu'un acier 440. Donc c'est juste des fois des petits, il va y avoir du 430 aussi, avec des petits hints qui peuvent vous aiguiller quand vous faites l'achat d'un couteau. L'acier ordinaire. L'acier ordinaire, là, c'est vraiment là, une plaque d'acier bien normale. Habituellement, nos couteaux qu'on a vont être en acier inox. Par contre, si vous avez un vieux couteau peut-être de votre grand-père, c'est probablement de l'acier ordinaire. Il va être probablement un petit peu plus noir. Moi, j'en ai un comme ça. Puis, habituellement, ça coupe mieux. Ça retient le tranchant mieux que l'inox, étant donné que c'est plus dur comme acier. On se souvient que l'acier inox, à cause du chrome, c'est un peu plus mou. Donc, ça s'affûte assez facilement. Ça tient mieux son tranchant. Ça peut être vraiment très aiguisé. C'est résistant. Là, vous me dites pourquoi on ne comprend pas toujours ça, c'est à cause de la rouille. Donc, la rouille va faire en sorte qu'un couteau comme ça, si on s'en va, admettons, au printemps, où que tout est mouillé, ça demande plus d'entretien. Donc, il va falloir les huiler pour faire en sorte que ça ne rouille pas. Ça a aussi tendance d'être fragile, ça peut casser sous une charge. Donc, la logique là-dedans, c'est que tout ce qui est dur est plus cassant que ce qui est mou. Donc, le chrome va avoir tendance à plier mieux, mais l'acier ordinaire va avoir tendance, lui, si on met une force assez intense, va casser au lieu de plier. Petite parenthèse au niveau carbone. Il y a des lettres qui peuvent être mises sur votre lame, comme ABC, plus que la lettre est haute, plus que ça veut dire que l'acier est dur. Le carbone, dans l'alliage de l'acier, c'est ça qui fait que c'est dur. Plus qu'on a de carbone, une lame à haute teneur carbone, plus que notre lame va garder son tranchant. C'est ce qu'on veut, nous, en survie, c'est clair, d'avoir un tranchant qui est plus, qui reste plus longtemps. Par contre, c'est plus difficile à aiguiser. Donc, ça va dépendre des utilisations qu'on va vouloir en faire. Mais, admettons qu'on s'achète un couteau qui a une haute teneur carbone, on peut passer vraiment beaucoup de temps à l'aiguiser avant de partir en plein air. Mais rendu là-bas, il garde son tranchant comme jamais. Puis, c'est peut-être quelque chose qu'on veut un petit peu plus aller chercher au niveau survie, dépendamment de où on va être. Donc là, on parle du choix. On vient de savoir qu'on peut mettre plus ou moins de carbone dans notre acier, dans un acier ordinaire. On peut en avoir dans l'acier inox aussi. Donc là, dépendamment de ce qu'on va faire avec le couteau. Si on planifie aller où ce qui fait très humide, c'est normal qu'on va vouloir avoir un couteau qui est en acier inox, même s'il est plus mou, même si ça nous demande peut-être de l'aiguiser plus souvent, parce que sinon, on va rouiller ce couteau-là. Par contre, s'il fait très sec, un couteau qui va être en acier normal, un acier ordinaire, avec une haute teneur carbone, peut nous permettre d'avoir quelque chose de vraiment plus intéressant pour nous. Donc là, il faut décider, est-ce qu'on veut chercher quelque chose qui a une facilité d'affûtage? Donc, on s'en va dans un acier qui est un petit peu plus mou. Par contre, la rétention du tranchant est souvent moins bonne. Si ça ne nous dérange pas de tenir une pierre à aiguiser sur nous en plein air, dans ce cas-là, on peut prendre facilement un couteau qui est un petit peu plus mou, mais qui a des bonnes propriétés au niveau de l'inox. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de choix qu'on peut faire par rapport à ça, dépendamment des besoins qu'on a. Souvent, les gens vont prendre un couteau qui est en inox en commençant. Comme ça permet de se pratiquer justement à aiguiser. Ça permet d'avoir un couteau qui a moins besoin d'entretien longtemps. Justement, en parlant, on parle d'entretien.
Juste avant de parler d'entretien, par contre, on va parler rapidement du manche. On peut choisir là, notre manche. Il n'y aura pas de grosse particularité au niveau du manche. C'est vraiment une bonne prise en main qu'on va aller chercher. Il peut y en avoir en bois, il peut y en avoir dans toutes sortes de matériaux en synthétique. Donc là, dépendamment aussi, encore une fois, de l'utilité qu'on va avoir du couteau, on va choisir en fonction de ça. Excusez. Entretien maintenant. Donc, c'est super facile. C'est un peu comme tout le reste du matériel de plein air. On veut nettoyer ça régulièrement. On veut que ça soit sec. On veut que ça soit loin des rayons du soleil. On va essuyer, surtout dans les couteaux qui vont être en acier normal. On va essuyer délicatement la lame avec de l'huile 2 ou 3 fois par année. Un inox a beaucoup moins besoin de le faire, malgré que ça fait pas mal de lui faire ça. Lui non plus. Dans l'acier qui va être normal, un acier ordinaire, la lame qui est bleue, grise, noire, c'est parce que ça commence à rouiller. Donc là, c'est le temps d'un traitement. On est en retard même sur un traitement. Donc on nettoie, on sèche, on huile le couteau tout de suite. Affûtage maintenant. Donc c'est la partie du cours où on va s'attarder un petit peu plus peut-être. Donc avant de commencer dans la technique de l'affûtage, des faits intéressants, surtout au niveau survie. Admettons qu'on n'a pas de pierre, qu'on est capable d'identifier, parce que c'est sûr que ça devient difficile, là, mais qu'on est capable d'identifier des pierres, on peut aller chercher de l'argile grise, du quartz, de la granite comme pierre d'affûtage. Donc la technique, ça va être de prendre 2 roches, de les frotter ensemble, essayer de faire une paroi qui est un peu plus lisse. Fait qu'on les frotte ensemble, puis après ça, on va pouvoir affûter notre couteau dessus, si on n'a pas apporté une pierre à nous autres. On veut ne pas affûter un couteau sur une meule électrique. Donc, on ne fait pas ça parce que ça va trop vite. La lame va chauffer. Si la lame chauffe, ce qui va arriver, c'est qu'on va perdre la trempe que le couteau a. La trempe, pour ceux qui le savent pas, c'est une fois quand on va forger une lame, on va la faire refroidir dans soit de l'eau, de l'huile, dans différents liquides. Puis c'est ça qui nous donne sa trempe. C'est la rapidité à laquelle elle a refroidi. Donc, si ça refroidit super rapidement, les molécules de fer, d'acier vont se coller vraiment rapidement ensemble, puis ça va donner vraiment une solidité. On ne va pas perdre cette solidité-là, ce que la meule électrique va souvent faire. Les gens qui vont l'utiliser, la meule électrique, par contre, vont peut-être faire refroidir leur acier avec de l'eau, des choses comme ça, qui est un petit peu plus avancé. Là. Donc, affûtage. On a besoin d'une pierre. Il y a différents types de pierres, encore une fois. Il y a des pierres à grains fins. Il y a des pierres à grains un petit peu plus gros. Donc, un gros grain va nous permettre de faire des lames qui sont vraiment plus émoussées, qui ont un moins bon tranchant. Puis, on va finir avec un grain fin qui vont être vraiment pour des petites retouches rapides ou la finition d'une lame. Donc, dépendamment de vos besoins, vous allez choisir ce que vous voulez. Habituellement, là, il y a beaucoup de places là, qui vont vendre une pierre d'affûtage qui ont les deux côtés. Donc, on commence avec le gros grain, puis on s'en va vers le grain fin un petit peu plus tard, vers la fin, pour finaliser notre lame. Les étapes. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est lubrifier la pierre avec de l'eau ou de l'huile pour que ça permette un meilleur glissement de la lame sur la pierre. Et on veut aussi que ça dissipe la chaleur accumulée, pouvant réduire la dureté de l'acier. On en parlera un petit peu plus tard. Si ça chauffe trop, normalement, quand on le fait à main, ça ne devrait pas, mais si ça chauffe trop, on va perdre la trempe, puis on ne veut pas ça. Ensuite, position, la prise en main, langue, affûtage, vérification, nettoyage. Vous allez voir, on va passer au travers de ça, mais la position prise en main. On va prendre ça, là, on le voit vraiment bien sur ces images-là. Je vous ai mis ça là. On va mettre la pierre pour commencer bien à plat sur une surface. On veut pas que ça se promène, on veut pas que ça aille nulle part. Bien à plat. On fait une bonne prise en main du manche. Puis on va placer notre main gauche pour débuter avec le tranchant vers l'extérieur sur la lame, ou le dos de la lame. Et on va faire un mouvement vers le haut, comme si on tranchait des morceaux dans la pierre. Donc ça, c'est un petit peu la technique au niveau de nos mains, où on va positionner nos mains. Donc on va vouloir faire un mouvement circulaire, anti-horaire, vers le haut. Maintenant, il faut parler d'angle, parce qu'on ne peut pas avoir n'importe quel angle pour que ça fonctionne bien. Habituellement, là, on va garder un angle qui est de 20 degrés. Pour un couteau de survie, admettons. Il faut faire attention par contre, parce que si on utilise un couteau de cuisine versus un couteau de survie ou un couteau qui est un petit peu plus large, l'angle peut être différent. Ça peut varier là, de 10 à 35 degrés. Donc, faites sûr que vous avez le bon angle pour votre couteau. Comme je dis, couteau de cuisine, là, c'est pas du tout la même chose qu'un couteau de survie. Donc, bon angle. Et voici, on va utiliser la technique comme je vous ai décrit un petit peu plus tôt.
Donc, on parle d'un angle d'environ 20 degrés, où il va à une moyenne, puis on va faire des mouvements circulaires. Une fois qu'on va débuter notre affûtage, on va vouloir mettre une pression égale. On va surtout vouloir garder la même angle tout le long, c'est là que ça devient difficile. Donc, on fait des mouvements circulaires. Il faut vraiment notre bras, là, qu'on soit habitué un petit peu, là, puis qu'on va tout le temps à 20 degrés. Si on fait du 20, 35, notre aiguisage ne sera pas égal. Donc là, ça va faire un couteau qui va mal couper. Donc, toujours garder la même angle. Mouvement circulaire, on découpe des lamelles dans la pierre aiguisée. Une fois qu'on voit là, durant dans le fond de notre affûtage, là, on va voir qu'il y a une arête qui va se former le long du tranchant sur le côté qui est non affûté. Ça veut dire qu'on entame dans la lame. On l'aiguise, on réussit à faire ce qu'on veut faire, on aiguise la lame. Donc il va y avoir une arête qui va se former, on peut le voir dans la dernière puis l'avant-dernière image. On le voit pas bien, mais on va le sentir avec notre doigt si on passe notre doigt vraiment sur la lame, toujours pas dans le sens que ça coupe, mais sur le côté, on va sentir qu'il y a une petite arête. Ça veut dire qu'on a entamé assez profondément la lame pour pouvoir faire l'autre côté. Fait que ça va être notre signal pour changer de bord. Donc, ensuite de ça, justement, on va changer de côté. Donc là, on va aller à l'image complètement de gauche. On met le trancheur vers nous autres. Toujours en faisant très attention, on va mettre nos doigts sur le dos de la lame pour faire une pression qui est égale. Puis on va faire le mouvement inverse, mais circulaire, en découpant des lamelles, mais vers nous cette fois-là. Donc on y va doucement, même pression. Le but, là, c'est pas d'avoir une grosse pression sur la lame, c'est d'avoir des mouvements qui sont constants. Laisser la pierre travailler. Donc, bonne petite pression sur la lame, avec notre angle toujours qui est de 20 degrés. Des fois, c'est difficile. On a toujours un côté qui est plus aisé que l'autre. Essayez de porter attention. Mettez pas plus de pression quand vous êtes sur un côté que sur l'autre. Souvent, on a une main qui est dominante. Puis, mettons, c'est la main droite. Mais souvent, notre côté droit va être plus aiguisé que l'autre. Mais c'est pas bon. Il faut avoir la même pression des deux côtés. Donc, on va se rendre jusqu'à l'effet désiré. On peut tester notre lame après ça sur n'importe quoi. Ça peut être des légumes, ça peut être ce que vous voulez, une feuille, comme on voit dans certaines vidéos. On peut la tester, puis si ça arrive au résultat voulu, that's it, vous avez une lame qui est bien aiguisée. Sinon, bon, on continue. On fait un côté, on fait de l'autre. Essayez de faire vraiment là, plus de changements de côté d'aiguisage que d'en faire trop d'un côté, puis d'être obligé de rattraper de l'autre bord. Là, vous allez juste trop aiguiser votre couteau. Vous allez diminuer sa durée de vie. Donc, ça peut être 3-4 coups d'un bord, 3-4 coups de l'autre. Ça, on revient de côté, puis on voit au fur et à mesure, au niveau des tests, si ça nous convient ou pas. Une fois que tout ça est fait, donc il va falloir qu'on nettoie. Parce que quand on affine notre couteau, il va y avoir des petits morceaux d'acier qui vont rester sur la lame et sur la pierre. Donc là, avant de faire à manger avec un couteau qu'on vient d'aiguiser, il faut absolument l'essuyer ou le rincer, le nettoyer avec de l'eau, ça peut être de l'eau savonneuse. Mais si on est dans plein air, ça peut être juste essuyé au moins sur nous pour pas qu'il y ait de limaille dans notre nourriture ou ailleurs. Donc une fois que le couteau est bien nettoyé, on va le serrer, on va le mettre dans son case ou on va le mettre pour pouvoir l'utiliser. Puis on va venir nettoyer la pierre d'affûtage. Donc la pierre d'affûtage, elle, ça va être de l'eau savonneuse. On va venir brosser pour vraiment enlever les petits morceaux de limaille dans la pierre. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur aiguisage la fois d'après. Si on laisse tout l'acier dedans, ça fonctionne moins bien pour les fois d'après. Donc on laisse la pierre sécher avant de pouvoir la ranger complètement. Même chose avec le couteau, toujours garder nos objets à sec. Donc ça fait le tour au niveau de l'aiguisage. Faites attention, si jamais vous voulez aiguiser votre couteau, si vous avez une pierre d'aiguisage chez vous, essayez-le, demandez conseil, faites-le sous supervision de vos parents. Puis, donnez-y des petits coups. Moi, un conseil qui m'avait rassuré quand j'étais plus jeune, c'est on peut pas vraiment défaire un aiguisage d'un couteau. À moins que vous y allez vraiment à plat sur la pierre d'aiguisage que vous faites exprès, vous pouvez juste redonner du tranchant à un couteau, même si l'angle n'est pas parfaite, vous pouvez juste redonner de la bonne angle. Si vous utilisez les bonnes techniques, vous allez vous habituer avec le temps, vous allez arriver à un meilleur résultat. C'est sûr que ça prend quand même de l'expérience pour arriver à une lame qui est bonne. Donc, débutez avec peut-être une lame qui est moins importante, puis tranquillement, pas vite, là, une fois que votre technique va s'avancer, vous allez pouvoir faire d'autres couteaux, avancer dans vos techniques. Bref, sur ça, je vous souhaite une bonne journée, bon aiguisage, puis laissez-nous vos commentaires par écrit, on va vous répondre.